l'astronaute de Pluton. Il veut l'appeler l'astronaute de Pluton. Bon, on trouvera bien un moyen de lui faire changer d'avis. On peut pas l'appeler l'astronaute de Pluton. Je sais. L'astronaute du futur. Bob. Le retour vers Pluton. Bob, tu sais qu'on a une date de sortie pour le film. Donc on n'a plus de temps à perdre maintenant, ok? Ouais. Ok. On a galéré à mettre ce film sur pied. Mais maintenant que la production est lancée, le plus dur est derrière nous. Ouais. T'as raison, Bob. Franchement, maintenant, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. On est à la rentrée 1984 et Retour vers le futur est en route. Monsieur Sidney Sheinberg exige que le film sorte le 30 mai 1985 à l'occasion du Memorial Day. Et il exige également que le film se nomme L'astronaute de Pluton. Et c'est véridique. Bob et Bob ont donc à peu près 8 mois pour réaliser le film de son tournage jusqu'à sa post-production avec les effets visuels et sonores. Et c'est un tournage des plus mouvementés qui s'annonce, puisqu'avant même de faire tourner les premières caméras, on a déjà un souci, peut-être le problème le plus connu de tout le film. C'est marrant parce qu'il n'y a pas si longtemps, personne ne voulait le faire ce film. Et maintenant que le projet est lancé, tout le monde veut jouer Marty McFly. Les candidats sont nombreux, on trouvera parmi eux de jeunes talents tels que Johnny Depp, mais en ce qui concerne le réalisateur Bob Zemeckis, celui-ci a déjà jeté son dévolu sur un acteur qui pourtant n'a même pas passé le casting. En fait, cet acteur est à peine au courant de l'existence du film, mais Robert Zemeckis, il a un flair. Not really. I don't think of myself as... Oh, Alex, come on, admit it. You're really special. All right. Michael Andrew Fox, dit Michael J. Fox, est un jeune acteur de 24 ans en plein début de carrière. Après avoir enchaîné des petits rôles dans quelques films et publicités, il va se révéler au grand public en 82 dans la série Family Ties, ou en français Sacrée Famille. Robert Zemeckis ne connaît pas bien le jeune homme, mais il est persuadé qu'il correspondra au rôle de Marty McFly. Du coup, il est allé voir le producteur de la série, Gary Goldberg, pour lui demander s'il pouvait proposer à Michael le rôle de Marty. Et c'est là que ça devient un petit peu amusant. Le souci, c'est que à ce moment-là, Family Ties est en pleine production/diffusion. Michael a encore des tournages prévus dans la série jusqu'en mars 1985. Et évidemment, impossible de décaler la date de tournage, donc Gary Goldberg est catégorique. Il ne peut pas se séparer de Michael J. Fox. Du côté du casting, on a retenu un acteur. Tout semble le faire correspondre au personnage, même si Bob Zemeckis est un peu hésitant parce que il aurait bien aimé avoir Michael J. Fox. Ce à quoi on va lui répondre à Universal: Mais non, ça va très bien se passer. Allez, tu vas pas nous faire ton caprice d'artiste là. Vous l'engagez, je te parie ce que tu veux que ça va super bien se passer, ok? Allez, zou, on signe, on part sur le tournage, ok? Et vous pensez à changer le titre, hein? Spaceman from Pluto. Et c'est là qu'on engage Eric Stoltz. Eric Stoltz, il a 23 ans, soit l'âge recherché pour le personnage, et même s'il commence tout juste sa carrière dans le cinéma, tout le monde est d'accord sur un point: il est bon. Ce n'est pas un mauvais acteur. On arrive très vite au mois de novembre 84. Le film a une date de sortie à respecter, la DeLorean est là, les plateaux sont prêts, on n'a plus le temps de négocier. Eric est engagé et le tournage commence. On tourne une bonne partie des scènes incluant Doc et Marty, sur le parking, chez Doc ou encore dans le bar avec George McFly et Biff. Et 5 semaines de tournage plus tard, ce qui est beaucoup, Robert commence à flipper. Plus il avance dans le tournage, plus il réalise que Eric ne correspond pas à ce qu'il voyait en Marty. Il est très professionnel, il fait de son mieux, ce n'est pas un mauvais acteur, mais il lui manque un naturel propre au personnage. Zemeckis dira plus tard dans le making-of, on n'arrivait pas à obtenir l'humour qu'on recherchait. C'est important de ne pas résumer ça à Eric était mauvais. Vous pouvez avoir un très bon acteur dans le mauvais rôle, et là c'est le cas. Et cette erreur de casting, elle vient principalement de Zemeckis et des studios qui, sous la pression du calendrier, ont pris un acteur par défaut juste pour se dépêcher. Et là, actuellement, cette erreur de casting, Zemeckis la regrette amèrement. Robert va aller voir Spielberg pour lui confier ses craintes. Et ensemble, ils vont regarder quelques prises. Chose que Robert Zemeckis ne fait d'habitude jamais. Il s'interdit de regarder les rushs en plein tournage, histoire de rester concentré. Et pour lui et Spielberg, ça devient très clair. On est en train de tourner Retour vers le futur avec le mauvais acteur. Pour les deux Bob, c'est une catastrophe. Ce film, ça fait des années qu'ils attendent de pouvoir le faire, et maintenant qu'ils ont commencé à tourner depuis 5 semaines, la décision doit être douloureusement prise. Il faut se séparer de Eric Stoltz et convaincre les studios Universal de recommencer le tournage
avec un nouvel acteur. Pardon? Non mais vous allez complètement péter un câble, ça va nous coûter des millions de dollars. Non mais est-ce que vous êtes complètement malade? Oui, mais vous aviez parié. C'est que... On est dans la merde. Le tournage est suspendu, et pour la petite anecdote, Tom Wilson, alias Biff Tannen, a eu la peur de sa vie parce qu'il était persuadé que c'était lui qu'on allait virer. Robert Zemeckis va retourner voir une seconde fois Gary Goldberg pour le supplier de laisser Michael J. Fox rejoindre le film, et à ce moment-là, on est au mois de décembre, et Family Ties n'est toujours pas fini. Mais en même temps, Gary Goldberg, il veut pas laisser tomber son pote Robert, le pauvre. Aussi, il va faire un truc, il va accepter de proposer le film à Michael J. Fox à une condition. Michael J. Fox devra accepter de tourner le film et la série en même temps, parce qu'on ne peut décaler le tournage ni du film ni de la série. Bob Zemeckis accepte le deal, et vers Noël, Gary Goldberg donne le script à Michael J. Fox en lui expliquant toute la situation dont il n'était absolument pas au courant. Bonjour Monsieur Goldberg, vous m'avez appelé? Eh, vous avez entendu parler de ce film qu'ils sont en train de faire là-bas, là, un truc de voyage dans le temps, ça a l'air trop bien. Ah oui, à ce propos, ça fait plus de 2 mois que Steven Spielberg et Robert Zemeckis font tout pour te voir dans le film. Ils ont perdu plus de 3 millions de dollars parce qu'ils ont engagé de mauvais bougres, et maintenant ils reviennent me voir pour la seconde fois parce que la première fois j'ai dit non, pour que je te laisse participer au film et que je te donne le scénario. Le scénario est juste là, tout ce que tu as à faire c'est le lire puis les appeler. Sache juste que si tu acceptes de faire le film, tu devras finir Family Ties avec nous jusqu'à la mi-mars obligatoirement, tout en continuant le tournage de Retour vers le futur. Le numéro est à la page 8, bonne journée à toi. Il est complètement fou ce garçon. On est au début du mois de janvier 1985, lorsque le tournage de Retour vers le futur recommence avec Michael J. Fox. On repart pour une douzaine de semaines de tournage, et on décale la date de sortie du film au 16 août 1985, ce qui n'est pas pour plaire au studio. Et on reprend quasiment tout à zéro. Doc et Marty, le parking, Hill Valley, le bar, bref, on reprend tout. Mais ça en valait largement la peine. Michael J. Fox possède dans le film un naturel qui colle parfaitement au personnage. Ce qui plaisait beaucoup à Bob Zemeckis, c'est cette capacité à réagir à l'environnement et aux situations. Le côté innocent et un peu perdu de Marty McFly, c'est quelque chose de très emblématique pour le personnage. Sorry about your barn. Alors c'est cool, Michael il est bon. Mais Michael, il va se taper les pires mois de toute sa vie. Parce que de janvier à mars, Michael va travailler sur Retour vers le futur et Family Ties en même temps. Et du coup, ces journées, elles ressemblent à rien. Pour faire simple, Michael travaillait aussi bien de jour que de nuit. Il finissait tout juste l'enregistrement de la série vers 18 h, il sautait dans sa voiture et conduisait jusqu'au plateau de Retour vers le futur où le tournage pouvait durer jusqu'à 2 voire 5 h du matin. Et c'est seulement après qu'il allait enfin pouvoir dormir pour recommencer la journée à 6 h. Un rythme épuisant, allant jusqu'à 16 heures de travail par jour. Au bout d'un moment, Michael, il était défoncé, il se sentait comme un zombie, il confondait ses rôles. Mais Robert, il était refait. Robert, il était content. Oh les mecs, j'en peux plus, je suis crevé, il est 3 h du matin, je sais plus à qui je dois parler, je sais plus qui je suis, je crois que je vais pas tenir le coup les gars. Ouais, je suis d'accord. Allez, on reprend vite les mecs, il nous reste 2 heures de boulot. Oh dur, c'est pas le pied. Il est parfait. Ah, le film a été tourné en grande partie de nuit, et pour Michael J. Fox, c'était pas très marrant, il faut le dire. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce que Michael J. Fox détestait par-dessus tout dans ce film? La DeLorean. Non, mais il faut bien comprendre que globalement, rien ne s'est bien passé sur le film. La DeLorean DC-12, inventée par John DeLorean. Comment ne pas en parler? La voiture a été choisie principalement pour son esthétique, puisqu'en 85, elle avait déjà un petit côté vaisseau spatial, notamment avec ses porte-papillons, un aspect qui gagne en impact une fois la voiture placée dans un décor des années 50. Pour le film, cette voiture avait 3 modèles, les voitures A, B et C. La A, c'était la star. C'était la voiture qu'on filmait de très près, qu'on faisait pas trop bouger, qui avait tous les petits bitonios, tous les petits bidules, c'était la voiture décoratrice. La B, c'était la cascadeuse, celle qui faisait les dérapages, qu'on plantait dans le décor et qui fonçait à 88 miles à l'heure. Et enfin, la C, c'était le studio, une voiture qui était même pas construite entièrement, dont on se servait uniquement pour filmer les acteurs en intérieur. Mais le plus intéressant avec cette voiture, c'est que elle était nulle.
Pas pratique du tout, un châssis en plastique, les portes papillons se refermaient au moindre coup de froid. Ah oui, pour revenir sur Michael J. Fox, il se pétait les phalanges à chaque fois qu'il devait changer de vitesse. Alors pour la petite histoire, les DeLorean ont été en grande partie construites dans l'usine de Dunmurry en Irlande du Nord, pour pallier au chômage à l'époque. Par conséquent, on a pu embaucher beaucoup de main-d'œuvre pour assembler les voitures. Le problème, c'est que cette main-d'œuvre, elle était inexpérimentée. Résultat, les DeLorean qui arrivent aux États-Unis marchent tellement mal qu'il faut carrément les démonter et les remonter sur place pour corriger les erreurs des Irlandais. Du coup, elles se vendent très mal, la boîte perd beaucoup d'argent, et une sombre histoire juridique nous raconte que John DeLorean aurait tenté de sauver le déficit de sa boîte en essayant de revendre pour 24 millions de dollars de cocaïne. Le procès se clôturera sur un non-lieu, donc on ne saura jamais si John DeLorean a oui ou non essayé de vendre de la coke pour sauver les DeLorean, mais ça terminera d'achever la mauvaise réputation de la voiture, et c'est pour cette raison, entre autres, qu'aujourd'hui vous ne voyez quasiment plus de DeLorean, malgré le coup de pub du film. Et pour la petite anecdote, le moteur de la DeLorean était un moteur de chez Renault. Et la voiture calait. Voilà. Je serais tenté de vous dire qu'à part tout ça, le film s'est bien passé, hein, mais on va pas s'arrêter là. Bon non, ce serait trop facile. Donc, après une écriture compliquée, des studios difficiles, un tournage rebooté et une DeLorean pétée, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Oh, je sais. Si on disait qu'il y avait plus de thunes. Alors les cocos, je vous aime bien, hein, mais on va avoir des problèmes de budget. Donc il faudrait que vous retiriez du film 1 million de dollars. Possible? Ben, on va voir ce qu'on peut faire. Non mais c'est vrai que jusque-là, tout se passait quand même vachement bien. Mais sur ce coup, Bob et Bob, ils ont eu une idée intéressante. Et c'est précisément pour ça que je voulais finir là-dessus. Même si, chronologiquement parlant, c'est pas ce qui est arrivé à la toute fin de la production. Donc il faut économiser 1 million de dollars au budget. Donc les deux Bob y réfléchissent, et ils ont une idée. Ils disent, on va changer la fin du film. Le climax. À la base, dans le scénario original de Retour vers le futur, à la fin du film, Doc et Marty vont sur un site d'essai nucléaire et se servent de l'explosion pour alimenter la DeLorean et la renvoyer en 1985. Tout est storyboardé, tout était prêt. Sauf que ça sous-entendait construire tout un décor rien que pour cette scène, plus filmer l'action, les explosions, etc. Donc, pour économiser du fric, Bob et Bob se sont dit, on va tourner tout à Hill Valley, le studio qui est déjà construit. Et c'est là qu'ils ont inventé la fin de Retour vers le futur que vous connaissez tous. Vous connaissez cette scène et son climax super bien calculé avec la foudre et l'horloge. Cette scène s'est avérée très compliquée, notamment au niveau du montage, puisqu'il y avait plusieurs segments différents à faire converger jusqu'au moment où la foudre frappe l'horloge. Mais Bob et Bob sont catégoriques, cette fin est bien meilleure que ce qu'ils avaient prévu à la base dans le premier scénario. Et par la même occasion, le début du film a lui aussi changé. Normalement, le film s'ouvrait sur Marty en classe devant un cours mentionnant ces fameux sites d'essais nucléaires. Technique des fiches, on s'en souvient. Et à la place, on a cette petite scène d'ouverture qui a quand même nécessité une petite vingtaine de techniciens et qui rend un petit hommage à un film dont Bob et Bob sont fans, La machine à explorer le temps, 1960. Ce que j'aime beaucoup avec cette anecdote, c'est que si Robert Zemeckis et Bob Gale avaient eu un budget illimité, des centaines de millions de dollars, ils n'auraient pas fait une fin aussi bonne que celle qu'on a eue dans le film. C'est la contrainte qui a forcé le réalisateur et le scénariste à trouver une fin des plus réussies. Comme quoi, des fois, les imprévus et les problèmes ont du bon. Et c'est pour ça que je voulais finir sur cette petite histoire, parce que pour moi, cette morale, on peut l'étendre à toute l'histoire qu'on vient de raconter. Si Columbia Pictures avait financé le film en 1981, on n'aurait probablement pas pu avoir Michael J. Fox dans le rôle principal, puisque le jeune homme ne s'est révélé au public qu'en 82 avec Family Ties. Avant ça, il était quasiment inconnu. De plus, on n'aurait pas eu Spielberg à la production, ce qui aurait peut-être impacté le rendu. Et enfin, le scandale de drogue autour de la DeLorean ayant eu lieu en 82, on n'aurait peut-être même pas eu la voiture dans le film. En d'autres termes, en supprimant tous les problèmes qu'on vient de raconter, on aurait pu avoir un film sans Michael J. Fox, sans DeLorean et sans Spielberg. C'est comme si le temps, aussi imprévisible qu'il ait pu être, qu'il eût pu avoir... Bon, bref, c'est comme si le temps avait ses propres lois. C'est comme si chaque problème, chaque imprévu avait été placé là pour une bonne raison. Comme quoi, encore une fois, dans les problèmes et les imprévus, il y a du bon. Après, il n'y a pas du bon dans tous les problèmes non plus, hein. Bob, le titre. J'attends toujours qu'on change le titre. Qu'est-ce qu'on fait? Steven, tu peux nous aider?
Passe-le-moi. J'attends toujours. Oui, c'est Steven, dis-moi, tu veux l'appeler comment ton film? Ah Steven, tu tombes bien. Tu vas voir, c'est génial. On va l'appeler l'astronaute de Pluton. Mais... L'astronaute de Pluton. C'est la meilleure blague qu'on ait mais oui, évidemment, c'est une blague. Mais oui, non, mais j'allais pas vraiment l'appeler l'astronaute de Pluton. Mais... C'est pas un vrai titre. Ah non, toi demain, Bino. C'était pas un vrai titre. C'était pas un vrai titre. Quoi? Il était trop fier comme type. Il nous dira jamais que c'était une idée pourrie. Par contre, maintenant, il nous dira que c'était une blague. Merci, Steven. Oui, merci Steven. On est à la mi-mai 1985 au Century 22 Theater à San José, en Californie. Le tournage du film est terminé depuis 3 petites semaines. La post-production, elle, est encore en cours. Mais une première version du film est montée. La fin est en noir et blanc et il manque encore des effets sonores et visuels. Et cerise sur le gâteau, le film n'a pas encore eu la moindre publicité. Ce soir-là, le public de San José s'apprête à découvrir un film dont il ne sait rien. La seule info qui circule, c'est qu'il y aurait dans le film Michael J. Fox et Christopher Lloyd. La séance commence et le public ne réagit pas. Il découvre l'intrigue peu à peu. Un soulagement général retentit lorsqu'on découvre que Einstein n'a pas été désintégré par la DeLorean. Et après ça, le public embarque. Et à la fin de la séance, tout le monde saute littéralement de joie. Le film devient la surprise du moment. Tout le monde en parle. Sa sortie qui avait été repoussée au 16 août est finalement réavancée au 3 juillet. Ce qui va faire un peu peur à la post-prod, mais ordre du directeur des studios d'Universal, Sidney Sheinberg. Si, vous savez, l'astronaute. Tout l'été, on ne parlera plus que de Retour vers le futur. Le film explose des records en salle. Sa deuxième semaine en salle marche encore mieux que sa première. Pendant plus de 11 semaines, le film va rester en tête du box-office aux USA. Il n'y a plus aucun doute possible, ce film est une immense réussite. Et dès la première fois où il l'aura vu en salle, Steven Spielberg se dira « Ouais, celui-là, il va rester dans le temps. » Dites-vous qu'avec ces 2 vidéos, je n'ai pas eu assez de temps pour vous parler de tout. Ce film est une vraie leçon de cinéma à chacune de ses étapes. J'aurais pu vous parler de Hill Valley et de comment ils ont réussi à créer les années 50 dans un studio, ou encore de Biff Tannen dont le nom possède une origine amusante, ou même Christopher Lloyd et ses inspirations pour le personnage de Doc, et j'en passe. Alors comme d'habitude, si vous voulez en apprendre davantage, je ne peux que vous encourager à vous procurer le DVD. Ce n'est pas un DVD, c'est un Blu-ray, Arthur. Et avant de se quitter, on va finir sur une dernière anecdote. On a parcouru le temps de 1970 et des brouettes jusqu'à 85, mais il me reste une dernière anecdote qui se déroule aujourd'hui. Aujourd'hui, plus précisément chez Monsieur Robert Zemeckis, se trouve un trésor. Un ultime souvenir de toute l'histoire qu'on vient de raconter. Et ce trésor, ce sont quelques lettres. En fait, ce sont toutes les lettres de refus des studios à qui Robert a proposé Retour vers le futur. Et vous savez quoi? Ce petit souvenir, tous les films ont ça en commun. Combien de personnes ont pensé que Le Seigneur des Anneaux ne marcherait pas? Combien de personnes n'ont pas cru à Harry Potter ou à Star Wars? Je vous parle de films, mais c'est valable aussi pour les livres, la musique ou globalement tout le reste. Cet ultime souvenir, on doit le retenir nous aussi. Si un jour plus de 40 professionnels vous disent que votre projet ne peut pas aboutir, vous pourrez toujours leur répondre que votre projet emprunte actuellement la même route que Retour vers le futur. Et ça, c'est plutôt encourageant. Alors, la morale de cette histoire, on peut la résumer de plusieurs façons différentes. Rien n'est impossible, croyez en vos rêves et en vous-même, ne vous laissez pas abattre, le temps a ses propres lois, et n'oubliez pas la loi des 2 pains, et bla bla bla.
Je vais essayer de finir avec une morale un peu à ma sauce. Il y a 100 ans, on pensait qu'il était impossible qu'un train atteigne les 130 km/h. Aujourd'hui, on peut pousser une Twingo à 130 km/h. En descente. Avec de l'élan. Il y a 40 ans, on pensait que Retour vers le futur était un film impossible. Aujourd'hui, on apprend le cinéma avec Retour vers le futur. Alors, la prochaine fois qu'on vous dit que votre projet est impossible, je sais pas, avec qu'à répondre un truc du style « quitte à faire un échec, autant en faire un quai de la gueule ». C'était votre humble serviteur. À la prochaine.